au-dessus du Val que domine la cluse du Faubourg et qu'elle cache à demi, la longue chaîne des Ordons semble étendre une aile. Et déjà son ombre recouvre tout ce qui l'entoure. Mais une fissure dans la montagne laisse passer les derniers rayons du soleil couchant qui irradie d'ocre et de pourpre le château du noble Oudelard de Soyères, fièrement campé sur son soc de pierre. À ses pieds, les méandres de la Birse qui bordent le rocher reflètent au gré de l'eau ses tours et ses créneaux. Dans les prés, les grands feux allumés par les pâtres achèvent de se consumer. Et sur le chemin, une raie blanche s'est formée, qui contraste avec les campagnes encore vertes. Ce sont des hommes, là, des paysans fourbus, qui regagnent leur demeure après une dure journée de labeur. C'est l'heure où les femmes attisent l'âtre pour préparer le frugal repas du soir. Mais il y en a une qui est sur le pas de sa porte. Elle regarde, avance sur le chemin, s'arrête, scrute au loin, revient. Elle semble inquiète. Sa fille, la jeune Louise, qui est partie comme à son habitude cueillir des plantes médicinales, n'est pas encore rentrée. Lui serait-il arrivé malheur ? Mais comment est-ce possible ? Elle connaît mieux que quiconque tous les sentiers, tous les chemins. Et c'est une rude marcheuse. Soudain, la femme entend au loin un grondement. Elle reconnaît le bruit de galop. Ce sont des chevaux qui reviennent. Le seigneur Oudelard et toute sa cohorte qui rentrent de la chasse. Ils passent en trombe dans le village, sans même ralentir, faisant trembler les masures. Et déjà ils s'éloignent, laissant derrière eux un nuage de poussière. Alors on entend, du côté de Soyères, les trompes qui annoncent le retour du maître, suivi des piqueurs, des chasseurs, des chiens. Tout ce bon monde s'engouffre sur le pont-levis et entre dans la cour. Un peu plus tard, quand tous se sont rafraîchis, ils se retrouvent dans la grande et belle salle des chevaliers, où là on a dressé un banquet. « Mais où donc est mon fils Aigon ? Il me semble qu'il était à la chasse avec nous, » demande le seigneur Oudelard. « Si je peux me permettre, mon cher ami, il y était en effet, mais je crois qu'il nous a fait faux bond là-bas, du côté de la grande forêt du Val-Terbille. »« Ah bon, tiens. Ah, il devait avoir encore quelque amourette en tête. Et à son âge, il faut bien que jeunesse se passe. Mais enfin, mes amis, ne tardons pas. Je vous prie de lever vos verres en l'honneur des trophées magnifiques que nous avons rapportés. Prenez vos verres et alors chantons, musique. Chantons et buvons à ces flacons, faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons. En effet, le jeune sire Aigon a délaissé les plaisirs de la chasse. Ou plutôt non. Non. Il s'est adonné à une autre forme de chasse. Il y a quelques jours déjà, il avait aperçu dans l'un des villages une fière et belle jeune fille aux longs cheveux noirs. Et voilà, justement, qu'en passant, il vient de la voir dans l'une des clairières. Alors, l'occasion étant trop belle, il descend de son cheval et va lui conter Fleurette. Mais quelques instants après, on entend « Non, non, sire Aigon, ce que vous me proposez là n'est pas chose honorable. Non, je refuse. Seigneur et maître, je n'ai pour tout bien que mon honneur. Je vous en prie, rentrez chez vous, laissez-moi. Ou sinon, j'appelle, je crie. » « Mais allons donc, laisse-toi faire, voyons la belle, si je te promets les épousailles, n'as-tu pas confiance en ma parole ? » Oh, paroles d'homme sont comme vents et fumée. Disant cela,
elle s'approche et lestement, elle retire l'épée du fourreau du jeune homme et elle la lève devant eux, la tenant par la poignée en forme de croix. Sur cette croix et sur cette épée, symbole de l'honneur et de la droiture des chevaliers, jurez, sire Aegon, jurez que vous tiendrez parole. Le jeune homme, devant tant d'audace, reste quoi? Ah, vous voilà muet maintenant, mais jurez donc si votre conscience vous le permet. Reprenant ses esprits, il arrache les pieds des mains de la jeune fille, la remet dans son fourreau et s'approche d'elle pour en abuser. Oh, mais c'était sans compter avec la force et le courage de celle-ci. Par un jeu subtil, elle passe derrière lui et elle prend sa cape qu'elle retourne sur lui. Et puis, elle le bouscule et elle s'enfuit à toutes jambes. Le jeune homme, remis de sa surprise, la prend en chasse. Mais elle court vite. L'écart augmente entre eux. Alors foudrage, il retourne, il va chercher son cheval qu'il enfourche. Et c'est avec lui qu'il se met en chasse. Louise regarde par-dessus son épaule. Elle voit qu'il est à cheval. Elle voit que l'espace entre eux s'amenuise de plus en plus. Alors elle prend le chemin de la crête, le chemin sinueux entre les rochers. Et regardant encore une fois par-dessus son épaule, elle voit qu'il arrive. Et au même moment, elle n'a pas vu devant ses pieds une branche. Elle trébuche. Ses bras battent dans les airs. Elle tente d'accrocher une branche, mais il n'y a rien pour la retenir. Et elle bascule dans le ravin. Quand le sire Aegon arrive sur son cheval, il est blême de rage. Mais il n'a aucun regard, aucune attention pour le sort de la jeune fille. Il époussette ses habits, remet son pourpoint et fait demi-tour sur son cheval pour rentrer lentement au château de Soyers. Et ce faisant, il chante pour oublier cette mésaventure. Quand je bois du vin clair et ma mue tout tourne, aussi désormais je bois en joue arbois. Et plus tard, lorsqu'Aegon arrive dans la grande salle des chevaliers, son père s'écrie « Ah, Aegon, te voilà mon fils, mais tu me sembles bien lasse et morose. Voyons, jeune homme, prends ton verre et chantons. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc.